Bonjour. François Bayrou, deuxième, troisième, quatrième ou premier homme, il est encore trop tôt pour le dire, mais François Bayrou est le 7e invité de l'émission Élection 2012, réalisée par le Centre de formation des journalistes, le CFJ, en partenariat avec YouTube et l'AFP. Ce n'est pas encore l'heure du bilan de cette opération, mais sachez que d'ores et déjà, la chaîne Élection 2012 a reçu près de 30 millions de visites et la presse a par ailleurs amplement parlé des vérificateurs, les vérificateurs de faits, d'arguments factuels qui vous seront présentés tout à l'heure. Je vous remercie tous d'avoir suivi, de suivre cette campagne par l'intermédiaire des questions des élèves du CFJ et des réponses que leur font les candidats. Je laisse maintenant la parole aux trois intervieweurs d'aujourd'hui, Lorraine Descartes, Anna Winterstein et Mathieu Moulin. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du CFJ et bienvenue à cette émission. Alors comme d'habitude, notre interview sera fondée sur des questions qui ont été posées par des internautes. Pour la première fois aujourd'hui, elles n'ont pas été posées par YouTube, elles ont été posées par Google+. Et à cette nouveauté s'ajoute une autre. Nous aurons en notre compagnie durant toute l'émission donc un correspondant de l'AFP qui sera avec nous par vidéobulle Google+. Il s'agit de M. Daniel Aronson, qui est adjoint au directeur du bureau de l'AFP à Berlin. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Monsieur Bayrou. Bonjour. J'aurai le plaisir de vous interroger tout à l'heure sur la crise historique que traverse l'Union européenne. Et l'une des spécificités de notre émission, ce sont les vérificateurs qui sont là juste au-dessus de nous. Ils sont là pour s'assurer de l'exactitude des propos que nous tiendrons tous les quatre et le cas échéant d'apporter quelques précisions au débat. Alors on va Quand c'est avec d'autres, ils ont du boulot. Mais pas avec moi. Bon, eh ben, il vous a entendu. On va aborder donc les différents thèmes de l'émission, mais d'abord, je crois que Lorraine voulait vous poser une question. Oui, en effet, Monsieur Bayrou, je me suis rendue à votre grand meeting au Zénith de Paris l'autre jour. Et au tout début de votre discours, vous avez tenu des propos assez forts sur votre enfance et plus particulièrement sur les difficultés financières qu'a connues votre famille à cette période-là de votre vie. Je voulais vous citer un passage de votre discours. Le premier argent conséquent que mon père a mis de côté dans sa vie, ce fut l'argent de son assurance vie, le jour où il fut emporté dans un accident de travail. Ce qui prouve que si on avait du mal à vivre de son travail, on arrivait assez bien à en mourir. Voilà votre citation. Je me demandais pourquoi est-ce que vous avez tenu à raconter cela à ce moment précis de votre campagne. C'était l'idée que j'avais une grande dette à l'égard de mon pays. J'ai été ce qu'on appelait à cette époque-là un boursier. J'ai été quelqu'un qui doit beaucoup à l'éducation nationale. J'ai été un homme très jeune, engagé au service de mon pays. Et le fait d'avoir vécu dans un milieu qui est un milieu avec des difficultés pour vivre, des difficultés parce qu'on n'a pas d'argent à la fin du mois. C'est quelque chose qui apprend sur la vie. Et donc, voilà, dans un moment qui était émouvant, au moment du grand meeting de cette campagne, en tout cas le premier grand meeting au Zénith, voilà, ça m'est venu à l'esprit que c'était une manière d'évoquer les liens qui m'unissent à mon pays. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. Nous allons maintenant passer au premier thème de l'émission. Vous savez, c'est pas rien. Il y a plusieurs centaines de paysans par an en France qui meurent dans un accident du travail. Ça reste un des métiers les plus dangereux physiquement. Et quand ça vous arrive alors que vous avez 20 ans, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement bouleversant dans une vie. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Voilà. C'était également un hommage à l'ensemble du monde paysan. C'était un hommage, oui, c'était un hommage à lui et à d'autres. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au premier thème de l'émission. Il s'agit des questions société. On va passer aux questions que nous ont posées les internautes, et il y en a beaucoup sur ce thème, mais d'abord une question d'actualité, l'affaire DSK, il a été mise en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. On ne vous demande pas nécessairement une réaction politique, mais qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai rien à dire sur ce sujet, la justice fait son travail, c'est une affaire qui a été infiniment troublante pour les Français, et elle ne demande pas de commentaires particuliers.
Mais vous qui parlez beaucoup de la moralisation de la vie politique. Ça n'a rien à voir avec la vie politique. Il faut moraliser la vie politique, c'est une chose. Mais les affaires de débordement privé n'ont rien à voir avec la vie politique. Très bien. Alors nous allons passer... Du moins, je l'espère. Nous allons passer du coup aux questions des internautes. Et les premières questions ont toutes quelque chose en commun. Elles parlent d'éducation. L'éducation dans laquelle vous avez fait un gros travail, puisque vous avez été ministre de l'Éducation entre 1993 et 1997, si je ne me trompe pas. Et on va commencer par la question de Laetitia Galli, qui se demandait si vous pensez augmenter le nombre d'enseignants comme le PS ou le réduire comme l'UMP. Eh bien, je protégerai le nombre des enseignants. Je protégerai poste pour poste le nombre des enseignants. Tous ceux qui partiront à la retraite seront remplacés. Parce qu'il faut en effet montrer un signe précis, pratique, de la préférence à l'éducation nationale dont un pays a besoin. Mais je ne crois pas une seconde qu'on recréera 60 000 postes à l'éducation nationale. Je pense que les circonstances du pays que vous connaissez tous, que vous avez étudiées, rendent complètement irréaliste un tel engagement. Et ma vision des choses est très simple. Je ne mentirai pas aux Français. C'est plus pratique de promettre à tout va, de promettre à tour de bras des postes, des allocations, le retour à la retraite à 60 ans, c'est plus pratique, ça attire des suffrages. Mais au bout du compte, c'est à l'égard des Français une trahison du lien de confiance que le monde politique devrait avoir avec lui. Et pour moi, ce lien de confiance impose qu'on parte de la vérité. La vérité, c'est que la situation de nos finances est telle qu'il n'est pas vrai qu'on dépensera 25 milliards de plus. Ça n'est pas vrai, ça serait suicidaire. Et donc, de ce point de vue-là, je serai intransigeant. Mais la situation du pays est telle également que peut-être elle n'est pas suffisamment grave pour réduire le nombre de fonctionnaires. Comment est-ce que vous financerez le maintien du nombre de postes ? Je pense que dans le monde enseignant, il faut à tout prix garder comment dirais-je, la puissance d'action que représentent les enseignants, en les faisant travailler mieux, en améliorant les conditions de travail, en ayant des exigences nouvelles, en fixant des buts à atteindre ensemble. Mais il est nécessaire, pour moi, de maintenir le nombre des enseignants. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. Nous allons maintenant passer à la question suivante, en rapport avec ce que vous nous disiez. Vous vouliez dire quelque chose, quand même? Non, mais je pense que... Vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez faire pour ça? Non, mais je pense que ça sera inclus dans la question suivante, en fait. Je pense que la question suivante va nous y emmener. Vous nous racontiez à l'instant que vous aviez été un étudiant boursier. Et justement, Camille Flageolet voulait vous demander quelque chose, une question qui a été extrêmement plébiscitée par les internautes. Comment remédier à la précarité des étudiants ? Il y a une mesure que je propose, qui est qu'on puisse offrir des étudiants ce que j'appelle des bourses d'engagement, c'est-à-dire en échange du soutien qu'ils pourraient apporter dans les collèges ou les lycées, ou bien en échange du soutien qu'ils pourraient avoir pour un engagement dans le monde universitaire, pour laisser les bibliothèques ouvertes plus longtemps, pour jusqu'à minuit. C'est impensable pour moi que les bibliothèques universitaires ferment à 6 heures du soir. C'est ne jamais avoir vécu... Ça dépend quelle bibliothèque. Les bibliothèques universitaires. Un grand nombre de bibliothèques universitaires ferment à 6 heures du soir. C'est impensable. Il ne faut jamais avoir vécu le monde étudiant ou la vie des étudiants pour imaginer que ça finit à 6 heures. Au contraire, il arrive quelquefois, en tout cas de mon temps, c'est maintenant fini, que ça commence à 6 heures du soir. Mais parce que c'est une vie qui a ses propres rythmes et ses propres horaires. Et donc, des bourses d'engagement qui pourraient être offertes contre des services rendus soit à la communauté universitaire, soit aux étudiants, aux petits frères, aux petites sœurs, aux générations de petits frères et de petites sœurs qui sont dans l'enseignement secondaire. Et il y a là quelque chose qui permet à la fois de répondre à la précarité et d'améliorer le soutien. Mais excusez-moi, sachant que déjà, il y a des difficultés à financer le système boursier tel qu'il est actuellement. On sait que, par exemple, il me semble que c'est dans l'Académie de Paris qu'il y a eu beaucoup de retard sur le paiement des bourses pour des questions de finances. Comment est-ce que vous allez financer tout cela qui arrive en plus? Par le rééquilibrage de la dépense publique.
Parce que dans votre programme, vous expliquez que vous souhaiteriez étendre le système des bourses aux élèves de la classe moyenne. Je me demandais tout simplement comment est-ce que vous comptez le financer. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette phrase. Si vous voudriez... Non, je connais assez bien mon programme. Je viens encore de donner le bon à tirer de ma profession de foi. Je ne dis pas que ce soit une phrase mal inspirée, mais elle n'est pas dans mon programme et il faut donc aller voir de près les sources. Elle n'est pas, par exemple, dans le discours sur l'éducation que j'ai fait au mois de février. Mais est-ce que vous comptez réformer ce système de bourse, par exemple? Je compte ne pas raconter d'histoire, c'est-à-dire je ne compte pas laisser entendre ou prétendre qu'il existe quelque part un carnet de chèques sur lequel on pourrait tirer de cette manière-là. Tout euro nouveau dépensé devra être un euro économisé ailleurs. Vous comprenez ça? Et donc je ne veux pas faire les promesses excessives que les autres feront. Bon, on parlera des choix budgétaires à faire un peu plus tard. On va rester sur les jeunes. Donc on parlait des jeunes étudiants, on va parler maintenant des jeunes qui travaillent. C'est une question de Marc-Antoine Delorme qui vous demande ce que vous comptez faire pour les jeunes de moins de 25 ans qui quittent le domicile familial, qui ne parviennent pas à cotiser suffisamment pour toucher par exemple le RSA. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes précaires qui travaillent ? Alors, je ne sais pas ce que c'est des jeunes précaires qui travaillent. Il faut que vous précisiez ça. Les moins de 25 ans qui ne sont plus étudiants et qui ne parviennent pas à cotiser assez pour toucher le RSA. Pour toucher le RSA après. Parce qu'il n'y a pas de RSA avant 25 ans. Enfin, de mémoire, ça commence à 26 ans, c'est ça le RSA? Quelque chose de cet ordre. Hein, bon. Et donc... qu'est-ce qu'on compte faire? Il me demande que comptez-vous faire pour les jeunes actifs de moins de 25 ans. C'est ça la question. Ceux qui travaillent. Il y a une chose que je compte faire pour qu'ils aient accès au logement, c'est supprimer les cautions, parce que les cautions, ça grève beaucoup. C'est une grande injustice, les cautions, parce que ceux qui ont une famille peuvent accéder à un logement, une famille qui a les moyens peuvent accéder à un logement, ceux qui n'en ont pas ne le peuvent pas. Et donc la suppression des cautions, la création d'une mutuelle contre les risques locatifs qui fera que tout le monde sera assuré pour les risques locatifs, que les propriétaires n'auront plus à craindre, et ça sous forme mutuelle, c'est-à-dire sans que ça coûte à l'État, ça c'est une décision très importante pour ces jeunes actifs-là, pour qu'ils puissent au moins entrer dans un logement. Je pense aussi qu'il faut, pour les plus jeunes, par exemple les étudiants, favoriser les colocations, qui sont un moyen de lutter contre la solitude. D'accord. Sans transition, on va parler... Qui est un danger à l'entrée de l'université. Hein. Il y a des étudiants comme vous qui ont spontanément le contact avec les autres, et donc pour qui ce sont des moments heureux. Mais il y a des étudiants et des étudiantes qui sont plus introvertis, qui ont plus de mal à aller vers les autres, qui ne sont pas bien dans les relations humaines. Et le fait d'être enfermé, souvent en province, il y a des résidences pour étudiants avec des studios. C'est aussi une manière d'être dans une certaine solitude qui n'est pas facile à vivre. Et donc je suis pour favoriser les colocations. La question suivante, c'est une question vidéo, c'est Marianne qui vous la pose. Elle parle d'un thème qui lui tient à cœur, c'est la parité homme-femme. On va l'écouter, vous pourrez répondre. Dans votre programme, vous parlez un petit peu de la parité homme-femme et moi je voulais savoir si vous avez des points plus précis à nous apporter à ce niveau-là. Je suis pour qu'il y ait dans mon gouvernement un ministère de l'égalité, qui aura pour mission de lutter contre toutes les discriminations. Parce qu'il y a les discriminations liées au sexe, homme ou femme, les discriminations liées à l'orientation sexuelle, il y a les discriminations liées à l'origine, il y a les discriminations liées à la religion, et même au nom, à la consonance du nom. Et il arrive assez souvent que ces discriminations s'additionnent. Et par exemple, seriez-vous prêt... Et donc, je suis pour qu'il y ait un ministère de l'égalité qui sera chargé d'une politique pour faire reculer toutes ces discriminations. Deuxièmement, une politique à l'égard des discriminations salariales dans l'entreprise. À travail égal, salaire égal, ça doit être sanctionné en tapant au portefeuille pour les entreprises qui ne le respectent pas. Troisièmement, il y a une grande discrimination en politique, et je suis pour qu'on aille vers une loi électorale qui impose la
parité, la plus simple étant la proportionnelle. Et justement, est-ce que vous seriez prêt à nommer une femme Premier ministre? Oh oui, sans difficulté. Il se trouve que dans toute ma vie politique, je me suis davantage appuyé sur les femmes que sur les hommes. Est-ce qu'on peut en déduire que si vous êtes élu, une femme sera Premier ministre et pourriez nous dire laquelle à ce moment-là? Aucun engagement sur ce point-là. Voilà. Je ne prends aucun engagement sur ce point-là. Une petite vérification que nous envoient nos vérificateurs qui ont vérifié justement, c'est à la page 9 de votre programme La France solidaire. Vous souhaitez, je cite, réformer le système de bourse pour qu'elle profite aussi aux étudiants issus des classes moyennes. Eh bien, ça a été écrit par une commission zélée, mais ça n'est pas un mot qui est sorti de ma bouche. Donc vous le retirez? Non, je ne retire pas. Je dis, je ne veux pas faire de promesses abusives. Ceux qui disent on va faire une extension générale du problème des bourses, de ce point de vue-là, à mon avis, ils ne respectent pas les très difficiles contraintes que nous allons avoir à vivre. Je préfère le faire par des bourses d'engagement. Alors, on va passer à un autre sujet qui intéresse beaucoup de Français en ce moment. Peter Grison vous demande « Pourquoi voulez-vous créer une union spécifique pour les homosexuels? La République ne devrait-elle pas être égalitaire et ouvrir le mariage à tout le monde ?» Oui, mais je suis de ceux qui pensent que pour des millions et millions de Français, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et donc je suis pour l'égalité de droits, l'égalité de devoirs, la même forme, le même type de dissolution par le divorce, mais je pense que chacun doit reconnaître la différence de l'autre. Donc j'ai presque fini, et donc je fais aussi attention à ceux pour qui le mariage est une chose venue, au fond, héritée des générations. Les droits seront les mêmes, la forme sera la même, mais ça s'appellera union et pas mariage, en tout cas dans ma conception à moi. Vous dites que beaucoup de Français voient le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, mais il y a encore un an, on avait un sondage qui montrait que 63% des Français étaient pour le mariage homosexuel. Donc pourquoi ne pas simplement ôter les quelques mots dans le Code civil? Mademoiselle, je vais vous dire une chose simple. Vous faites attention aux 63%, et vous avez raison, c'est une majorité large. Et moi, je fais attention aussi aux 37%. Je suis pour une société dans laquelle on tienne compte des sensibilités de tout le monde. Et c'est une union. Bon, eh ben ça s'appelle union. Je trouve que c'est légitime et normal. Je ne suis pas pour... Vous comprenez, j'ai vécu des temps où la communauté homosexuelle était très militante pour la reconnaissance du droit à la différence. Alors et donc, je suis pour la reconnaissance du droit à la différence, je suis pour la reconnaissance de l'égalité des droits, de l'égalité des devoirs, et aussi de la prise en compte de la spécificité de chacun. On va simplement revenir à la question de Marc-Antoine Delorme tout à l'heure sur le RSA par une vérification. Les jeunes de moins de 25 ans, depuis 1 an et demi, touchent le RSA à condition qu'ils aient travaillé au moins 2 ans. Voilà, ah oui, c'est ça, à condition qu'ils aient travaillé au moins 2 ans préalablement. Oui. Préalablement. Et donc il y en a, vérifiez combien il y en a qui touchent. Je suis sûr que c'est des chiffres infinitésimaux. C'est bien le problème, je pense, soulevé par la question. Et donc voilà. La difficulté de toucher le RSA à cet âge-là. Je suis sûr qu'il n'y en a pas plus de quelques milliers, mais peut-être très peu de milliers. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. Nous allons maintenant passer au thème... Dans ma mémoire, c'est 2000 ou quelque chose de cet ordre. C'est très très peu. Les vérificateurs vont faire leur travail. Ils vont faire le travail, Et ils nous diront. Nous allons donc maintenant passer au thème économie. J'ai une première question de Anne-Sophie Leck qui vous explique « Je suis une jeune auto-entrepreneuse en fitness santé de 24 ans et j'aimerais savoir quelles sont vos positions pour soutenir les jeunes entrepreneurs ?» C'est d'abord très bien qu'elle soit entrée dans l'entreprise par cette voie-là. Pour soutenir les jeunes entrepreneurs, il faut simplement simplifier au maximum qu'il n'y ait pas de démarches administratives trop lourdes, de contraintes administratives trop lourdes, et il faut qu'ils trouvent des financements. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour simplifier justement ces démarches administratives ?
Pour simplifier, il faut simplifier. Et comment on fait pour leur trouver des financements quand les banques ont peur et réduisent leur masse de crédit? Eh bien, j'ai prévu dans mon programme une réforme de ce qu'on appelle OSEO, c'est-à-dire l'institut de crédit qui permet de financer les entreprises de manière qu'elles soient ouvertes aux petites et très petites entreprises. Donc c'est et notamment en fonds propres. C'est le nouveau OSEO dans lequel on mettra OSEO plus des interventions venant, par exemple, de l'assurance vie, plus les collectivités locales. Donc OSEO les pouvoirs publics par OSEO prennent le risque de soutenir, prennent le risque à leur charge en fait, que ne veulent pas prendre les banques. Non, les banques sont à l'intérieur. D'accord. Très bien. Alors, on va passer à autre chose qui devrait vous toucher particulièrement, puisque nous avons vu en début d'émission que vous vous sentez très proche de ce lien à la France paysanne. Et nous avons précisément une question de Lisa Katharina Meider qui vous demande, paradoxalement, pourquoi n'accordez-vous pas une place prépondérante à l'agriculture dans votre programme? J'accorde une place prépondérante à l'agriculture parce que le produire en France, ça touche tous les secteurs. Ça touche le secteur agricole, avec lequel j'ai des liens profonds. Ça touche le secteur industriel, ça touche le secteur artisanal, ça touche le secteur culturel, ça touche le secteur numérique, ça touche le secteur touristique. Tout ça, c'est du produire en France. Vous voyez ma vision et la détermination qui est la mienne. Nous sommes un pays qui s'appauvrit tous les mois. Parce que tous les mois... Attends, dites pas mais. Après, je vais vous répondre. Tous les mois, nous prenons sur les ressources du pays, parce que nous sommes en déficit de commerce extérieur. Nous ne réussissons pas à vendre autant que nous achetons plus que nous vendons, donc on est en déficit. Et tous les mois, nous allons soutenir les économies des pays qui nous entourent, simplement parce que nous n'arrivons pas à produire. Alors la production agricole, c'est très important, c'est un des rares secteurs en excédent. Mais quand vous pensez que, par exemple, pour le bois, nous sommes en déficit de commerce extérieur de l'ordre de 7 milliards. 7 milliards, c'est 7 000 millions d'euros. Mais vous savez pourquoi on est en déficit, François Bayrou? C'est un problème de cotisation sociale par rapport aux autres pays frontaliers? Pas du tout. Ça n'est pas ça? Absolument pas. Le coût du travail en Allemagne est légèrement supérieur au coût du travail en France. Dans l'agriculture? Dans l'agriculture, je ne dis pas que ça soit le cas, mais dans la forêt, j'étais hier en train de visiter des forêts, les propriétaires de forêts me disaient que le coût du travail dans leur domaine de la forêt était à peu près le même. Je ne sais pas s'ils disaient la vérité ou pas, mais c'est pas... Dans l'agriculture, les Allemands s'en tirent en utilisant des travailleurs frontaliers aux conditions de l'autre côté. Des travailleurs frontaliers, il y en a en France aussi. Hein. Il y en a en France aussi, vous savez ça. Et donc, pour moi, en tout cas, le secteur agricole est à soutenir, l'installation des agriculteurs est à soutenir, le tissu agricole est à soutenir, et ça ne se soutiendra que par une politique qui est une politique de prix agricole. La politique faite par des aides venant des budgets et de la fiscalité est pour moi une politique à terme qui n'est pas durable. La seule politique durable, c'est une politique de prix. Alors, une petite parenthèse à François Bayrou, vous posiez la question vérificateur tout à l'heure, donc il vous apporte la réponse. Sur le RSA de moins de 25 ans, en 2010, 3400 jeunes en profitent. En 2011, 10 000. Oui, il y en a de plus en plus. Très bien, oui, c'est bien. Vous voyez ce que ça représente, hein, 10 000, une génération, c'est 750 000 de jeunes. Donc c'est un jeune sur 75. C'est donc dire que c'est très peu. Une question sur la décroissance. C'est Arthur de Varine qui aimerait avoir votre avis. Il explique que presque tous les partis proposent la même direction. Croissance infinie dans un monde fini. La décroissance, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas que la décroissance soit une solution. D'abord, alors il faudrait s'arrêter une minute. Il y a 150 ans qu'il y a un débat, peut-être 200 ans, qu'il y a un débat dans le monde développé entre ceux qu'on appelle les malthusiens, ceux qui pensent que le monde est fini et que donc, par nature, l'espèce humaine doit réduire constamment sa présence ou
son impact, sa vie dans le monde, et ceux qui, au contraire, pensent que l'humanité, c'est faire de plus en plus avec de moins en moins de ressources. Et moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que l'humanité va pouvoir répondre à des questions auxquelles, pour l'instant, elle ne sait pas répondre. Par exemple, puisque c'est dans le domaine des énergies très souvent que cette question se pose, si on fait le rapport entre l'énergie qui nous vient du Soleil et ce que nous utilisons, nous, sur la planète, alors on s'aperçoit qu'une infime partie, si on arrivait à la capter, de l'énergie qui nous vient du Soleil suffirait à avoir l'abondance énergétique dans le monde. Je crois, moi, qu'on va pouvoir, par la science, par le progrès, par l'innovation, trouver des réponses à ces sujets. Des réponses existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans, et dans 20 ans existeront des réponses qui n'existent pas aujourd'hui. Je pense, par exemple, que si ça n'est pas de l'énergie solaire qu'on peut utiliser, il existe une immense énergie dans l'univers gravitationnel qui existe par exemple sous forme des courants marins dans les océans. C'est pas le Soleil qui fait le courant marin, c'est la Lune, la position des planètes. Donc c'est de l'énergie gravitationnelle. Et je pense qu'on pourra capter une partie de cette énergie-là. Je pense aussi, j'ai presque fini, je pense aussi que les techniques agricoles les plus raisonnées permettront de répondre aux besoins de l'humanité. Savez-vous, par exemple, que l'Inde, avec son 1,1 milliard d'habitants, quelque chose de cet ordre, l'Inde est excédentaire en produits agricoles. Et pourtant, c'est des toutes petites propriétés qui font quelquefois 1 hectare. Ils sont excédentaires en produits agricoles. Vous vous rendez compte, après ce qu'on a vécu, les famines, moi je crois que l'humanité a en elle un potentiel de compréhension du monde, d'adaptation, de progrès des cultures, des façons culturales, d'agronomie, qui permettront à la fois que la planète soit mieux protégée et que l'humanité soit mieux nourrie. Mais en revanche, c'est vrai que je pense que, par exemple, il faudra aller vers davantage d'alimentation qui tire sa substance des végétaux. Je ne dis pas végétarienne à tout prix, mais en tout cas plus de végétaux et moins de viande parce que il me semble que la viande consomme beaucoup de ressources de l'humanité de la Terre pour être formée. On va peut-être s'arrêter là sur l'environnement pour l'instant, puisqu'on y reviendra par ailleurs. On va repartir sur de l'économie plus technique. Florian de Sciences Po vous demande « Que pensez-vous de la TVA sociale ? Augmenter la TVA pour pouvoir réduire les charges sociales des entreprises, n'est-ce pas une bonne façon d'encourager le produire en France qui vous tient tant à cœur ?» Si on voulait aller dans ce sens-là, et j'ai autour de moi beaucoup de gens qui veulent aller dans ce sens-là, Jean Arthuis par exemple, alors il faut augmenter la TVA de manière importante. Parce qu'autrement, on ne réduit pas suffisamment les charges. Autrement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et augmenter la TVA de manière importante, c'est-à-dire la porter de 19,6 à peut-être 25%, ça représente un choc sur les prix qui est très important et une perte de pouvoir d'achat qui est très importante. Et donc, pour moi, j'ai toujours émis beaucoup de prudence à propos de ce sujet parce que, évidemment, se posera la question de la compensation du pouvoir d'achat. C'est pas une opération baguette magique. Et donc, j'ai émis beaucoup de réserve, je demande qu'on réfléchisse à ce sujet. Je vais même aller encore un peu plus loin. Je ne pense pas que le frein au produire en France soit dans le coût du travail. Je pense même que le travail n'est pas bien payé en France. Quand j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vous la raconte à nouveau, quand je visite une usine formidable, et que, après l'avoir visité... Excusez-moi, c'est quand même ce que disent les chefs d'entreprise qui oui, délocalisent. Eh bien, excusez-moi de vous dire que l'Allemagne a des coûts du travail plus importants que les nôtres. La Suisse, à nos frontières, a des coûts du travail bien plus importants que les... secteurs très particuliers, sur l'automobile, effectivement, mais pas sur d'autres. Non, sur tous les secteurs. Des coûts du travail industriels, beaucoup plus importants, c'est de l'industrie dont on parle. Le coût du travail industriel avec l'Allemagne est encore un peu supérieur, 1%, mais c'est du même ordre, disons.
Et le coût du travail en Suisse est beaucoup plus important. Et pourtant, ils produisent et ils exportent. C'est donc que ça n'est pas là le facteur limitant. Quand je vois un salarié qui, au bout de 15 ans dans l'entreprise, est toujours payé au SMIC, à 1070 euros, ou 75 ou 80 euros, je ne suis pas fier de mon pays. Parce que c'est pas facile de vivre avec des revenus de cet ordre quand on travaille. Et donc, pour moi, je ne suis pas de ceux qui plaident pour une baisse perpétuelle du coût du travail. C'est parce qu'on ne paye pas assez les salariés français que les entreprises délocalisent? Non, mais les entreprises délocalisent pour ces raisons-là. Pour moi, ce sont les raisons les moins approfondies. C'est parce qu'on n'a pas les produits correspondant au marché, les produits innovants, qu'on est obligé de délocaliser pour abaisser les prix de production. Je suis persuadé qu'il y a de très nombreux secteurs dans lesquels nous avons du retard. Je reprends la filière bois parce que j'étais hier sur la filière bois. Il y a la forêt allemande, c'est 20% de moins que la forêt française. Et cette forêt allemande, elle a cependant 750 000 ou 800 000 salariés. Et nous, en France, nous n'en avons que 400 ou 450 000. Eh bien, excusez-moi de vous dire, ça veut dire qu'il nous manque 500 000 emplois en France. Parce que s'ils en ont 800 000, nous, on devrait être à 1 million. Donc, on en a 450 000, ça fait plus de 500 000 emplois qui nous manquent. Et nous avons une dernière question économique du correspondant de l'AFP à Berlin. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Alors, ça tombe bien, ma question portait justement sur le coût du travail en Allemagne. D'après une étude d'un institut de recherche allemand, publiée il y a 2 semaines, 23% des salariés allemands, soit près de 8 millions de personnes, touchent un salaire inférieur à 9,15 € de l'heure, c'est-à-dire un salaire inférieur au niveau du SMIC français. Parmi eux, 1,4 million de salariés touchent moins de 5 € bruts de l'heure. N'est-il pas urgent, M. Bayrou, de créer une véritable Europe sociale? Je signe des 2 mains. Je signe des 2 mains parce que ce que vous évoquez là, c'est les réformes, les lois Hartz, qui ont en effet donné plus de place aux petits boulots en Allemagne, notamment en les déchargeant de charges sociales pour les premières centaines d'euros. Et de ce point de vue-là, en effet, il est urgent de créer une vraie Europe sociale. C'est-à-dire avec des règles qui, lorsque le projet de société est à peu près le même, soient des règles du même niveau. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. Nous allons maintenant passer au thème international. C'est une première question de Karim Refas, justement, qui vous demande si la politique étrangère hors européenne n'a pas été insuffisamment présente dans les discours des candidats, et particulièrement le vôtre. Particulièrement le mien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est vrai que la politique étrangère est peu présente dans les discours. Permettez-moi de signaler que dans le monde que je voudrais, la question ne pourrait pas être libellée de cette manière, parce que la politique étrangère, ça devrait se faire aussi dans le concert européen. C'est-à-dire que les pays que nous sommes, avec grande tradition diplomatique, la France, la Grande-Bretagne et aussi l'Allemagne et l'Italie, sont des pays qui devraient harmoniser leur politique étrangère pour peser dans le même sens. Par exemple, pour peser dans le même sens sur les grands théâtres de crise dans le monde. Et pour l'instant, je trouve que ça n'est pas le cas ou que c'est insuffisant. Et comment on fait pour contrer, parce que vous parlez des pays européens, c'est vrai, mais en l'occurrence, par exemple, pour la Syrie, c'est pas la Grande-Bretagne qui a bloqué le processus, c'est la Russie et la Chine. Donc comment on fait avec eux? Eh bien, exercer une pression sur la Ligue arabe pour que la Ligue arabe s'occupe de ce qui se passe sur la partie du monde dont elle a la charge. Ça ne peut pas se résoudre en dehors de la Ligue arabe. Et il est vrai que la Russie et la Chine se comportent très mal dans cette affaire. Et vous, donc précisément par rapport à la Syrie, vous seriez pour qu'il y ait une intervention française? Multiplier les interventions de la France seule, ça n'a pas de sens. C'est trop dangereux, c'est trop risqué, c'est trop lourd. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'un ensemble européen ou bien d'un ensemble du monde libre.
Et ça ne peut se faire que par une démarche à l'ONU, que d'ailleurs, sur ce point, je n'ai pas de raison de critiquer la politique française. On va simplement faire deux petites précisions amenées par nos vérificateurs sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Premièrement, Oseo, donc vous proposez d'ouvrir l'aide d'Oseo aux très petites entreprises. C'est déjà quand même un peu le cas. Hein. Oseo a notamment un partenariat, je vais y arriver, pardon, avec la Société Générale pour financer les projets des entreprises de moins de 10 salariés en leur proposant des prêts à long, à moyen terme. Un accord qui existe depuis 2009 et renouvelé en 2010. C'est une information qu'on a trouvée sur le site internet d'Oseo. Il arrive assez souvent, je ne dis pas que ça soit le cas pour cela, qu'il y ait des annonces et puis une non suivie d'effet, ou en tout cas insuffisamment suivie d'effet. Cette annonce est sûrement sympathique. Je demande à voir ce qu'il en est dans la réalité. Vous doutez de cette efficacité? Non, je ne sais pas que je doute. Je demande à voir. En tout cas, votre correspondante en doutait, elle, puisqu'elle demandait un soutien particulier pour son entreprise de fitness et de santé. Elle vous demandait ce que vous comptiez faire. Eh bien, j'ai répondu. La deuxième vérification, c'est sur le coût de la main-d'œuvre entre l'Allemagne et la France. Vous avez dit que l'Allemagne avait un coût du travail supérieur à la France dans l'industrie. Si on prend l'ensemble de l'industrie, c'est une étude de l'INSEE qui a été publiée le mois dernier. En 2008, la France et l'Allemagne étaient à 21 centimes d'euros près, à égalité en matière de coût du travail dans l'industrie manufacturière. Dans une fourchette de 1%. C'est exactement ce que je disais. Dans une fourchette de 1%. Oui, ce qui revient à dire qu'elle est à peu près à égalité. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'était pour préciser. Merci de m'avoir conforté dans mes C'est le but du système des vérificateurs. Ça sert aussi à ça. Alors, on va revenir à l'international. Elle a dit, Ould Cheikh vous demande, comment voyez-vous l'avenir des relations diplomatiques entre la France et les pays qui ont connu le printemps arabe ? Eh bien, j'espère que la France sera durablement aux côtés des pays qui ont connu le printemps arabe, et j'espère que les pays qui ont connu le printemps arabe seront aussi durablement du côté du printemps arabe. Donc vous êtes inquiet peut-être pour les nouvelles élections dans les pays, pour les... Comme tout le monde, je sais que la liberté présente des risques. La liberté est sacrée, et en même temps, il ne faut pas sous-estimer les risques qu'elle présente. Je sais qu'il y a des risques de fondamentalisme, quelquefois, qui ne doivent pas être ignorés. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si, en Tunisie, le parti islamiste se retrouve de plus en plus sous pression des salafistes, ou en tout cas gagne les élections législatives, parce que cette fois c'était que la constituante? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous sommes la France et nous sommes l'Europe. Nous avons des accords et des aides que nous apportons à ces pays, et ces accords et ces aides doivent être conditionnés au respect des principes démocratiques et de liberté. C'est notre moyen d'inciter au respect de ces principes que nous sommes, après tout, chargés de porter dans le monde. Quel principe de liberté, si les islamistes se maintiennent au pouvoir en Tunisie? Principe démocratique, je vois bien, mais les principes de liberté? Je ne crois pas, moi, que tous les musulmans du monde aient envie d'un monde sans liberté. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même s'ils sont dans une période de leur société dans laquelle ils se reconnaissent dans la religion comme signe de ralliement, cependant, je crois qu'ils veulent la liberté. Et donc, je ne suis pas de ceux qui globalisent l'ensemble de l'islam. Je pense qu'il existe des forces dans le monde de l'islam aussi qui veulent, qui rêvent de liberté, de respect, de tolérance, de compréhension. J'en connais beaucoup en France et j'en connais beaucoup dans le monde. La défense nationale, c'est Amandine Prioul qui vous pose la question. Elle vous demande quel budget lui attribuer. Et notamment, toujours sur la défense nationale, la France doit-elle continuer à exporter ses armements et sa technologie militaire à l'étranger? C'est un grave et très difficile sujet, parce qu'il mélange des impératifs économiques qui sont indiscutables. C'est une des réussites, une des têtes de pont industrielles de la France comme des États-Unis. Par exemple, d'avoir une industrie de l'armement autonome, indépendante et qui
est dans le monde considérée comme une des plus performantes, et en même temps, il y a des difficultés morales. Et c'est l'un et l'autre sont indiscutables. Et quand vous êtes un dirigeant, vous devez prendre en compte les deux. Donc ça, c'est la première chose. Quant au budget de la défense nationale, pour moi en tout cas, ça n'est pas le budget qui doit servir de variable d'ajustement à toutes les adaptations budgétaires de France. C'est très important, je voudrais dire ça avec gravité. Et en sachant ce que je dis, le monde vers lequel nous allons est un monde dangereux, et il ne sera pas moins dangereux demain si je vois les évolutions de la planète. Et donc, il est du devoir des responsables politiques français de considérer qu'avoir une protection indépendante pour notre peuple, où que notre peuple se trouve sur la planète, c'est un enjeu national. Et donc, il y aura des efforts, tout le monde devra en faire, mais pour moi, il n'est pas envisageable que ce soit la défense nationale qui soit appelée à faire tous les efforts, comme j'ai cru le comprendre entre les lignes dans le programme d'un certain nombre de mes concurrents. Nous passons au thème suivant, les questions environnement. Avec normalement une question vidéo. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'écologie, mais surtout le sort de notre planète. Depuis Rio, il y a 20 ans, je ne vois pas trop ce qu'on a fait. Je trouve qu'on n'est pas très visible vis-à-vis de l'extérieur, on n'est pas très visible en France sur les actions menées. Quel est votre programme? Et là, si vous êtes élu dans le cadre de Rio +20, quelles sont vos idées? Alors, il faut qu'on se mette d'accord ensemble sur les risques que la planète court. Si l'on considère que le principal risque, c'est le réchauffement, comme je le crois, comme les scientifiques le disent, alors notre politique, elle doit être de réduire la dépendance au carbone fossile de l'énergie de la planète. Si on se met d'accord sur ce point... Les Chinois et les Américains, malheureusement, n'ont pas l'air d'accord avec vous, ce qui est problématique. C'est ce que vous expliquez, Marie. On est 20 ans après le sommet de Rio, Copenhague, Durban, que des échecs. Je ne suis pas absolument certain que, par exemple, des pays émergents ne soient pas aussi en train de réfléchir à cette ligne-là. Mais en tout cas, si c'est ça, alors ça veut dire que nous devons sécuriser notre production d'énergie hors carbone fossile. C'est-à-dire avec deux piliers, le nucléaire s'il est sécurisé et le renouvelable quand il sera performant, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas. Et donc, voilà pour moi réduire la dépendance au carbone, d'abord dans notre pays et sur l'ensemble de la planète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Logement, puisque le logement est un des très grands consommateurs d'énergie carbonée, le fioul pour les chaudières, le gaz pour les chaudières, etc. Logement, isolation, performance énergétique, amélioration des chaudières, parce qu'on peut gagner facilement 15 à 20% simplement en ayant des chaudières de dernière génération et en travaillant sur des chaudières qui viennent de générations ultérieures, dont j'aimerais bien que la plus grande part soit fabriquée en France, parce que ça nous donnerait là encore de l'excellence. Deuxièmement, l'automobile, par deux voies, l'automobile à moteur électrique et l'automobile à moteur à explosion dépensant peu. Mais ça, ce sont les mesures que nous prenons en France. Ce que vous demandez, Marie, c'était après les échecs successifs des sommets européens, Copenhague, Durban, 20 ans après le sommet de Rio, on va faire un nouveau sommet de la Terre dans 2 mois. Comment on fait pour faire entendre la voix de la France face à la Chine et aux États-Unis? D'abord, vous voyez, vous dites toujours France et moi je réponds Europe. Alors comment on fait entendre la voix de l'Europe? Nous avons discuté, arrêté et décidé un plan de réduction. Respectons-le. Pour l'instant, on n'est pas sur la voie de le respecter. La France n'est pas sur la voie de respecter la parole qu'elle a signée, qui était une réduction à échéance, on sait, 2020, réduction de notre utilisation du carbone fossile. Eh bien, respectons-le.
Ça veut dire que, pour être sûr de bien comprendre, on ne peut pas demander quelque chose aux États-Unis, à la Chine, que nous-mêmes on n'est pas capable de aux États-Unis leur... et à la Chine, mais nous n'aurons de chance de nous faire entendre que si nous sommes unis à l'intérieur de l'Europe. Mais vous ne croyez pas que c'est problématique, justement, dans ce cadre-là? Par exemple, peu après Fukushima, Angela Merkel a décidé de couper le nucléaire en Allemagne, alors qu'elle a pris exactement les mêmes engagements par rapport à 2020, qu'elle a beaucoup plus de mal à les tenir. Je pense que cette décision est une décision qui un jour sera discutée. C'est une décision qui est prise comme font les dirigeants pour aller dans le sens d'une émotion. Je pense, j'ai lu beaucoup d'articles, mais peut-être le correspondant en Allemagne de l'AFP pourra-t-il nous dire ce qu'il en est. Il y a des discussions, y compris en Allemagne, sur ce sujet. Nous allons maintenant passer à une question toujours dans le même thème de Serge Fétian, qui souhaiterait savoir si vous comptez développer davantage les énergies renouvelables ou attribuer un budget de recherche au nucléaire. Ben, c'est pas ou. Si on reprend cette idée, de réduire la dépendance énergétique par rapport au charbon, au gaz et au pétrole. On a très peu dans notre pays, cela dit. Par rapport à d'autres. Enfin, on vient d'en découvrir. En Guyane, on vient de découvrir du pétrole. J'espère que on y fera attention dans l'avenir, y compris pour le peuple guyanais. Et donc, cette idée-là, ça doit nous conduire à avoir des sources d'énergie décarbonées. Et donc, ces sources d'énergie, elles seront de deux ordres. Pour la période dans laquelle nous sommes, le nucléaire jouera un rôle très important. On a eu des vagues de froid, on n'a pas eu de coupure d'électricité en France parce qu'on avait un socle de production énergétique. Oui, parce que le nucléaire est très mauvais pour assurer une poussée énergétique, pour le coup. Pas du tout. Le nucléaire offre un socle, garantit un socle. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas de fluctuations. Dans le renouvelable, il y a des fluctuations, même quand il existera. Soleil, vent, etc. Ça sera moins le cas des hydroliennes qui prendront l'énergie des courants marins, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, oui, je souhaite que nous ayons une politique nationale, toujours le produire en France, de développer les énergies renouvelables dans notre pays, de les assurer, de leur donner un soutien en matière de recherche, ce qui se fait, de les aider à cela, et en même temps de garantir la sécurité du nucléaire. Voilà les deux options dont nous avons besoin. D'accord. Alors, vous avez commencé à parler aussi de l'automobile, qui est effectivement très importante. Et Franck Castagny vous demande comment comptez-vous encourager les constructeurs automobiles à développer des moteurs propres? Et comment pourra-t-on se passer, dans ce cadre d'économie budgétaire, des 32 milliards d'euros par an que rapporte la taxe sur l'essence? Pour l'instant, on n'y est pas. Je ne crois pas qu'on soit sur le point de s'inquiéter pour la taxe. Je pense que les gains énergétiques, petits moteurs, voitures légères, qui feront qu'on aura des moteurs qui dépenseront entre 2 et 3 litres au 100. Au lieu d'avoir comme aujourd'hui des moteurs qui dépensent entre 6 et 7 litres au 100, et qu'on avait hier des moteurs qui dépensaient 12 litres au 100. Je pense donc que de ce point de vue-là, ça va se faire tout seul, qu'on ira dans ce sens-là, parce que la montée du prix de l'essence, qui est une montée naturelle en grande partie, puisque la ressource pétrolière va à la fois diminuer en volume et en tout cas devenir plus chère à extraire. Et donc on aura une montée des prix de l'essence qui va encourager à avoir des consommations très basses. Et sans transition, le dernier thème de l'émission, la politique. Avec une nouvelle intervention de Berlin. Alors, politique et politique européenne, en fait. D'ailleurs, vous avez dit que joint politique nationale et politique européenne. L'euro devait protéger l'Europe des crises économiques. Depuis l'an dernier, la crise économique mondiale a révélé les faiblesses de la zone euro, avec des conséquences sociales dramatiques dans plusieurs pays. L'Europe a pour vocation d'assurer la paix sur le continent, mais ces derniers mois, on a vu des manifestants grecs brûler des drapeaux allemands devant les caméras de télévision, alors que la Grèce, de son côté, était régulièrement stigmatisée par des médias et des responsables politiques allemands. L'Europe représentait un idéal en construction, mais depuis des années, elle semble en panne.
Quelle responsabilité, selon vous, portent les dirigeants actuels de l'Union européenne dans cette situation, et notamment le couple Merkel-Sarkozy? Qu'auriez-vous fait ou que feriez-vous différemment pour relancer l'Europe? Alors, ils portent une grande responsabilité. Alors, je reprends votre raisonnement. L'euro devait protéger l'Europe des crises, il l'a fait pendant 10 ans. Et puis ensuite sont arrivées 2 crises. Une crise qui vient de l'imprudence des banques, et notamment des banques américaines en 2009. Les banques américaines ont prêté sans avoir les garanties suffisantes. Ça a constitué une bulle, et un jour la bulle a explosé. Le problème, c'est que des virus de cette bulle avaient été répandus dans la totalité de la finance mondiale. C'est une première crise. Il y a une deuxième crise qui n'est due ni aux banques, ni à la zone euro, ni à l'euro, qui est due à l'imprévoyance et au laxisme des gouvernements des pays européens. Des pays qui se sont endettés sans frein, endettés sans mesure, qui ont manqué au devoir le plus élémentaire qu'un dirigeant devrait avoir à l'égard de son pays, veiller aux générations futures. Et c'est, comme vous le savez, sur ce point que depuis des années et des années, j'avais multiplié les avertissements face à la société française, en disant « Attention, on est en train de vous conduire à une situation de laquelle nous ne sortirons pas. » Et ces avertissements ont été ignorés. Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. C'est cela qui a fait la crise européenne. La crise actuelle, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Irlande, c'est un problème différent. Point de suspension, France. Parce que nous sommes dans une situation du même ordre, alors que l'Allemagne, vous le savez bien, a, elle, fait des efforts qui sont des efforts très considérables. Je crois que Daniel avait une... Attendez, non, on n'y est pas. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Alors vous me dites, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais fait tout à fait différemment de ce qui s'est fait. D'abord, je pense que, je dis ça avec prudence, mais conviction, que la situation grecque a été maltraitée. Qu'il aurait fallu un plan... Laissez-moi aller jusqu'au bout, je vous promets de répondre. Qu'il aurait fallu un plan de désendettement à long terme de la Grèce, financé à des taux d'intérêt bas, mettons à 30 ans, avec une contrepartie de plans de réforme digérables, soutenables par la Grèce. J'ai beaucoup d'inquiétudes pour l'évolution de la situation en Grèce. Qu'aurais-je fait d'autre? J'aurais fait quelque chose qui a été refusé par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. J'aurais fait des institutions européennes compréhensibles par tous les citoyens et des élus européens légitimes parce qu'ils auraient été, ou à la tête de ces institutions, des responsables qui seraient élus, connus de tous les citoyens. Parce qu'on ne peut pas avoir, en 2012, une institution qui a tant de pouvoir ou tant de responsabilités démocratiques et que cette institution soit dirigée par des personnalités que nous ne connaissons pas, que les Français ne connaissent pas, que les Allemands ne connaissent pas, dont on ne connaît pas le visage et dont on ne connaît pas les idées. Il y a là quelque chose qui est pour moi pas normal. Et donc j'aurais démocratisé l'Union européenne en ce sens que j'aurais fait des institutions... Soyez gentils, j'ai fini. Soyez gentils, j'ai fini. Fusionner en un seul les innombrables présidents, en tout cas le président de la Commission et le président du Conseil européen, et le faire élire pour qu'il soit responsable devant les citoyens européens et pas, comme il l'a été par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, choisi pour ne pas faire d'ombre. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui fasse de l'ombre à la tête de l'Europe. Alors, Daniel Aberlin, du coup. Oui, je voulais vous relancer sur une affirmation de ce matin, je crois avoir vu ça dans le Figaro. Nicolas Sarkozy a déclaré que la crise financière était désormais terminée. Que pensez-vous de cette affirmation? Je pense qu'il faut la garder, la mettre sous verre et qu'un jour on en discutera. Nous allons maintenant passer à la politique française avec une question de Pierre Gilbert qui souhaiterait savoir quel type de président serez-vous si vous êtes élu dans 1 mois et demi, omniprésent comme Nicolas Sarkozy ou discret comme Jacques Chirac? Différent des deux. Je pense que ça n'est pas une bonne chose d'avoir un président qui croit qu'il fait tout seul
et qui laisse croire qu'il fait tout seul, parce que faire tout seul, ça veut dire ne pas faire les choses bien. Vous comprenez, depuis l'Union soviétique, on sait qu'il est impossible que le sommet décide de tout à la place. Que se présenter devant les gens en disant « moi, je vais tout arranger », on voit que ça n'arrange rien. Et je n'ai pas approuvé la manière dont Jacques Chirac exerçait la fonction de très très loin. Je pense qu'il faut un président fédérateur qui ait constamment comme souci de rassembler la société dont il a la charge au lieu de la diviser. Il faut qu'il ait un plan clair pour l'avenir. Et mon plan est clair, je vais le répéter devant vous en 4 phrases. Il faut sortir la France du surendettement. Il faut reconstruire le produire en France pour avoir des emplois et des richesses. Il faut rebâtir une éducation nationale qui soit parmi les meilleures au monde. Et il faut moraliser la vie publique de notre pays. Si on fait ces 4 choses-là, on renoue le lien de confiance avec les Français et on rebâtit la confiance des Français dans leur avenir. Donc il faut un plan clair et il faut avoir un gouvernement qui existe en face de vous et pas seulement un gouvernement d'exécutants. Vous voyez que toute cette idée, elle consiste à dire il faut avoir de vrais responsables dans les vraies responsabilités et qu'ils aient de l'autonomie par rapport au président de la République qui n'a pas la mission d'être le chef des exécutants, mais l'inspirateur de ceux qui définiront la politique de l'avenir. La question suivante, c'est une question à laquelle vous n'aimez pas répondre, mais vous la pose quand même parce qu'elle a été beaucoup cliquée sur Internet. On a pris Franck Manet qui vous demande si Nicolas Sarkozy et François Hollande sont au 2e tour. Quelles seront vos consignes de vote? Ça intéresse Franck Manet. J'ai choisi un cap dans cette élection qui est de refuser d'être rapporté à un camp ou à l'autre, de devenir dépendant d'un camp ou de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous appellerez à voter blanc? Et donc, pour moi, cette question, vous voyez quelle est son inspiration, toujours la même, c'est est-ce que vous êtes d'un côté ou de l'autre d'un 2e tour qu'on vous annonce comme affiché? Non, la première partie est vraie, c'est-à-dire que oui, les personnes qui s'apprêtent, qui ont envie de voter pour vous, veulent savoir effectivement de quel autre candidat vous dites-vous bien que les personnes qui ont envie de voter pour moi, elles le font parce que je suis différent d'un camp et de l'autre. Et indépendant d'un camp et de l'autre. Et donc, ce cap-là est le mien, il est le mien depuis des années, je n'ai pas l'intention d'en changer. Vous pensez que ça n'intéresse pas les gens? Je pense que ça intéresserait beaucoup de gens. D'après les déclarations que je lis tous les jours, il y a dans les 2 camps des gens qui multiplient les affirmations selon lesquelles c'est avec eux que naturellement je dois me trouver. Et il se trouve, de vote, ou est-ce que vous ne voulez pas le dire maintenant? Il se trouve que je n'ai aucune intention de céder à cette pression-là, même quand elle est portée par des journalistes brillants, intelligents, pleins d'avenir, capables, talentueux, scrupuleux, la question, vous y allez un peu attentionnés, brillants, voilà. La question de Jean-Luc Bizette maintenant. Participeriez-vous à un gouvernement de coalition si les législatives le permettaient? En tout cas, je suis pour des gouvernements de rassemblement en France. Et c'est précisément pour que ces gouvernements de rassemblement, je ne dis pas de coalition, parce que les marchandages, je ne suis pas sûr que les gens aient envie de ça, mais les gouvernements de rassemblement se produiront si nous avons un président de la République qui les a annoncés aux Français. Donc vous seriez prêt? J'ai dit que j'étais pour ce principe et de préférence pour former ce type de gouvernement. D'accord. Alors, Thibaut Capdeville, lui, vous pose une question plus précisément sur votre famille politique. Il vous demande ce que vous pensez de l'éparpillement du centre. Il s'achève. Comment? Il s'achève, il est en train de s'achever. Le temps de la diaspora du centre s'achève. Vous êtes candidat, Jean-Louis Borloo, Hervé Morin sont du côté de Nicolas Sarkozy. En quoi s'achève-t-il? Je vous dis, si vous lisez attentivement les déclarations, cette diaspora du centre s'achève. Tout le monde, les déclarations de tout le monde. Moi, je ne vois pas de... Mais si vous lisez attentivement les déclarations, tous disent après, il faudra qu'on soit ensemble. Mais après, c'est après. On n'y est pas encore. Et donc, après l'élection présidentielle, il y aura un centre réuni en France. Et comme je l'ai dit depuis des années, ce centre
reconstruit se fera sur l'indépendance. La dernière question politique qu'elle vous est posée par Michael Slavinsky qui vous demande si vous n'avez pas le sentiment que, effectivement, vous êtes populaire, mais vous êtes populaire justement parce que, finalement, vous ne gagnerez jamais les élections. Écoutez, nous verrons ça avec les résultats des élections. Il se trouve que je ne fais pas de politique pour plaire à une partie de l'opinion. Si j'avais voulu plaire à une partie de l'opinion et avoir des responsabilités formidables, des galons sur les épaules, des chapeaux à plumes, des étoiles et tout ce qu'il faut comme agrément du pouvoir, je les aurais depuis longtemps. Il se trouve simplement que je sais une chose avec précision et que je suis déterminé à la changer. Je sais la chose avec précision que ce combat entre le PS et l'UMP nous a amenés où nous sommes. Et donc, je suis, dans cette élection, déterminé à changer les choses. Merci beaucoup François Bayrou. On va juste faire une petite dernière question parce que c'est une émission d'1 heure qui est diffusée sur le web, sur YouTube en l'occurrence. Qu'est-ce que vous pensez de la place du web dans la campagne de 2012 ? Très importante. Très importante, plus importante qu'elle n'a jamais été, mais ça me rappelle cette expression ou ce vers, hein, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Comment vous faites pour faire campagne sur le web, vous ? Le web, nous avons une présence, une organisation, et puis moi-même, je suis utilisateur du web. Peut-être même parmi les candidats, suis-je le seul à être authentiquement utilisateur du web. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. Merci. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Au revoir. Merci aux vérificateurs d'avoir également aidé à éclaircir certains points. Très bien, à corriger les uns et à soutenir les autres. Merci beaucoup.